Je peux décliner 100 modèles différents juste en changeant un élément. Et c'est pour ça que je dis, c'est pas vraiment une menace pour la créativité. Ça vous permet de créer infini. C'est un accompagnement. C'est une extension de votre créativité. Là où je devrais acheter 200 ou 300 mètres de tissu pour pouvoir réaliser 100 modèles, créer du contenu, donc recruter tout ce qu'il y a autour comme métier pour créer du contenu et poster sur les réseaux sociaux et montrer ce qu'on est capable de faire. Aujourd'hui, je le fais avec l'IA. Exact. Et est-ce que tout ce que tu génères avec l'IA, tu arrives à le produire? Alors c'est ça aussi. Il faut pouvoir... À t'entendre parler, on se rend compte que avec l'IA, on peut aller beaucoup plus vite. Bien sûr. En fait, il faut être intelligent pour utiliser l'IA. Chaque réseau social a ses codes de communication. Ça, je savais pas forcément, c'est pas mon domaine. Mais l'IA m'a demandé un jour, tu veux publier sur quel réseau? Veux-tu que je t'adapte ce texte à LinkedIn? Et puis j'ai dit, oui, il y a pas de problème. Tout part toujours de ton idée personnelle, de ce que tu veux dire, de ce que tu sais aussi. L'IA, encore une fois, c'est une extension. C'est pas l'IA qui va coudre. C'est pas l'IA qui va gérer les problèmes entre collaborateurs. Oui, la part humaine, elle est totalement là. Il y a des métiers, s'ils n'utilisent pas l'IA, ils vont pas s'en sortir. La vie, la nature, elle est comme ça. Adapte-toi ou disparaît. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Atelier de Michel, le podcast Réussir la mode de demain. Si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, activez la cloche de notification et abonnez-vous. Ici, on coule les idées, on repasse les doutes et on habille les rêves de ceux et celles qui font la mode béninoise, ouest-africaine et africaine. Aujourd'hui, on plonge dans un univers qui fait autant rêver qu'il interroge l'intelligence artificielle, mais plus précisément au service de la mode. Comment allier technologie et créativité, de l'atelier au podium, la créativité, la performance, de tout ça, nous en parlerons aujourd'hui et j'ai le plaisir de recevoir pour vous la personne idéale qui puisse en parler, Sarah Kodjo. Vous la connaissez certainement sur le nom de Perlicious, mais aujourd'hui, je vous apprends qu'elle sera avec nous beaucoup plus sur l'intelligence artificielle. Plus de 15 ans déjà qu'elle œuvre avec rigueur et professionnalisme dans le secteur de la mode. Mais aujourd'hui, nous allons la découvrir sur une autre facette. Sarah Kodjo, bonjour. Bonjour Michel, comment allez-vous? Oui, je vais très bien. Merci. On avait prévu se tutoyer oui, sur le podcast. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir pour moi de te recevoir et surtout sur cette thématique qui fait peur, mais à la fois donne une perspective d'amélioration dans le secteur de la mode. Alors, Sarah Kodjo, c'est qui? Oh, je suis une multipotentielle. J'aime me définir comme ça. Multipotentielle dans le sens où j'ai réussi, grâce à Dieu, à identifier beaucoup de choses, plusieurs aspects, plusieurs domaines où j'aime apprendre, m'instruire et développer mes talents. Donc à la base, en termes de background, je suis financière. Je suis auditrice et contrôleur de gestion. Je suis spécialisée dans ce qu'on appelle je suis un cost killer. Donc cost, c'est les coûts et killer, c'est tueur. Donc je suis une tueuse de coûts en finance, c'est-à-dire que je vais identifier au niveau de chaque activité d'une entreprise ou d'une organisation les gestes inutiles, les dépenses inutiles et les éliminer pour plus d'efficacité. Donc c'est de l'efficience pour de l'efficacité. Pour de l'efficacité. Oui, voilà, si je peux m'exprimer comme ça. Comment une financière
devient une actrice de mode et spécialisée dans les perles. Le déclic est venu où? Alors, en fait, à la base, j'ai eu des parents formidables qui nous ont imposé les activités secondaires. C'est-à-dire, ils étaient tous les deux professeurs, l'un à l'université et l'autre au collège. Et il y avait toujours un moment ou deux moments dans la semaine, le mercredi et le dimanche en général, où nous avions l'obligation de pratiquer un art manuel. Donc moi, c'était le dessin, la couture, la fabrication de bijoux avec des perles et le fil de couture, et la peinture. Et mon frère, c'était le dessin aussi, mais lui, il aimait dessiner les paysages. Il était plus dans les paysages, l'urbain. D'ailleurs, c'est son métier aujourd'hui. Il est ingénieur ingénieur en travaux publics spécialisé en rail. Donc. Oh. La seconde a pris le dessus. Voilà, c'est ça. Donc, il y a toujours eu ces deux univers qui se sont côtoyés dès l'enfance. Le purement cérébral, intellectuel et le créatif. Je vais pas dire que le manuel, mais le créatif. Et c'est à quel moment tu as décidé de te lancer maintenant dans cet univers manuel? Ok. Alors déjà, non, je vais dire créatif parce que c'est pas que manuel, désormais. Il faut savoir que j'ai toujours fait ça depuis l'enfance à cause d'un truc particulier. Je détestais porter les tours de hanche. Ce que nos mamans nous mettent là, obligatoirement. Et ma mère était toujours en colère parce que je cassais les miens. Donc, à l'époque, j'ai réfléchi, j'ai trouvé le moyen de couper la poire en deux, je les cassais, je les remontais sur du fil de couture et j'en faisais des bracelets. Comme ça, quand elle se fâchait, je lui disais, c'est pas par terre, c'est pas que tu vas jeter, j'ai récupéré, je les ai à la main. Donc, mes dernières années du primaire et mes premières années du collège, j'avais des séries de bracelets en perles à la main. Et ça a commencé à intéresser mes copines. J'ai commencé à vendre mes petits bijoux. D'ailleurs, j'ai beaucoup de camarades de classe de mon ancien collège qui témoignent aujourd'hui en disant « Oui, j'ai été une des premières à acheter ces bijoux, on était en 6e, en 5e. Donc ça a toujours été là. Je ne me suis jamais éloignée de la création de bijoux avec des perles. Jamais. Et donc, j'ai commencé à vendre comme ça les trucs de 500, 200, 300. Et puis, à l'université, c'est devenu ma source de revenus, mon job d'étudiante, en fait. Oui, voilà. Donc, il y avait les études et puis il y avait ça pour m'occuper, pour rencontrer du monde, et ainsi de suite, parce que j'ai commencé à exposer à l'Institut français de Dakar. J'ai commencé à exposer dans des foires, ainsi de suite, tout en étant étudiante. J'avais toujours cette activité. Et puis ça s'est développé. Je passais dans des grandes entreprises pour faire du placement de produits. Donc les dames achetaient, à la fin du mois, je venais chercher les paiements, ainsi de suite. Ça, vraiment, c'est la description de ma vie d'étudiante. Et ensuite, j'ai travaillé dans plusieurs entreprises. J'ai travaillé dans le pétrole, j'ai travaillé dans la communication, j'ai travaillé dans les médias, toujours en banque aussi, toujours l'aspect audit et contrôle de gestion et puis élimination de coûts et détection aussi de pratiques peu saines, exactement. Et avec le temps, j'avais l'impression que j'avais fait le tour de ce que mon métier purement intellectuel j'avais l'impression que j'avais fait le tour de ce que ça pouvait m'apporter. Mais en fait, c'était pas vraiment, avec le recul, c'était pas vraiment que j'avais fait le tour parce que chaque entreprise est différente. C'est vrai que tu appliques les mêmes principes, mais chaque entreprise est différente. Mais c'est surtout que je ne me sentais pas complète. Parce qu'il y avait mon côté créatif qui était là. Et qui résonnait et qui semblait étouffé. Voilà. Et je suis rentrée au Bénin, j'ai travaillé aussi dans plusieurs entreprises ici. Et puis le déclic est venu avec une tentative d'empoisonnement que j'ai subie. Oh. Oui. Et
à ce moment-là, sur le lit d'hôpital, j'ai dit, bon, moi, c'est toujours des déclics comme ça, c'est en rapport avec la santé. L'IA, c'est pareil. Vous le verrez plus loin. Et je me suis dit, puisque c'est parce que je fais bien mon travail et qu'on me reproche de bien faire mon travail, d'être une femme et d'être trop jeune, en griffe trop, qu'on a voulu me prendre ma vie, je vais me consacrer à quelque chose de plus safe. Je vais me consacrer à mon travail créatif, qui n'est pas forcément plus safe. L'expérience l'a montré. Mais ça a été ça, ce déclic. Donc, quand je suis sortie de ce long challenge sur le plan de la santé, j'ai décidé de consacrer toute ma vie, en fait, toute mon énergie à ça. Mais je me suis retrouvée face à beaucoup d'opposition. Bon, l'opposition n'est pas un souci pour moi. Quand je décide de faire quelque chose, je le fais. Mais il fallait professionnaliser la chose, présenter une image différente du domaine qui était considéré comme celui des personnes qui n'ont pas forcément réussi à l'école. Moi, j'ai commencé la mode à une époque où il n'y avait pas vraiment les réseaux sociaux. Il y avait High Five. C'était ça. C'était plus tourné vers la musique. Il y avait High Five et MySpace. C'était plus tourné vers la musique, la créativité, c'était plus la musique, c'était pas la mode, c'était pas... Non, et puis c'était pas comme aujourd'hui où ça va vite, où c'est des communautés, où c'est... En fait, le monde entier est connecté, c'était pas du tout comme ça. Donc, il y avait beaucoup de bruit, j'appelle ça le bruit extérieur, il y avait beaucoup de bruit, le bruit pour moi c'est l'opposition, beaucoup de bruit, beaucoup d'obstacles psychologiques, émotionnels, financiers, mais j'ai tenu bon. J'ai professionnalisé la chose, j'ai professionnalisé l'image de ce que je faisais. J'ai fait beaucoup de recherches, je me suis totalement en autodidacte, hein. J'avais plus de temps. Donc, j'ai investi tout mon temps, toute mon énergie, toutes mes économies dans ça. Donc, je me suis cultivée. Je vais pas dire formée, je me suis cultivée sur les pierres parce que je voulais pas offrir des perles comme tout le monde puisqu'on systématiquement m'associait à des artisans envers qui on ne manifestait pas forcément de respect, voilà, ou d'intérêt ou de respect. Et donc, très vite, je dis toujours, le produit et la marque se sont positionnés par l'image que j'en ai donnée. J'ai pas dit non, je cible ci, ça. Non. Le fait que je me sois cultivée sur les pierres, que je connaisse les pierres, que je commence à manipuler des pierres semi-précieuses, à les monter autrement, à l'époque c'était la mode des chambalas, donc à faire des chambalas accessibles, c'est ça, avec des pierres et non des samples. Tout ça a positionné la marque. Ok. Et voilà. Mais en fait, tu avais la possibilité de choisir le dessin ou la peinture parce que tu en as cité assez. Je continue. Activité que tu faisais. Continue. Tu continues. Mais, oui, je fais des tableaux avec des pierres. Mais j'ai pas encore lancé ça officiellement. Ça. Oui, c'est des choses que je fais sur commande. Oui, mais pourquoi précisément les perles? Je sais pas, c'est ma sensibilité depuis l'enfance. Les perles et les pierres, je deviens une attitude de ça. Non, quand vous me voyez dans une boutique de pierres, c'est j'ai l'air sous influence. Ah, ok, d'accord. Mais sur ce parcours, le déclic de la tentative d'empoisonnement, le bruit, comment tu as su te détacher de ce bruit-là? Ce bruit-là, ça venait des parents, ça venait des amis, ça venait d'où? Oh, de partout. Mais c'est peut-être un trait de ma personnalité. Je suis très déterminée. Très. Et mon vécu personnel, familial, m'a donné quelque chose qui peut être considéré comme une tare. Moi, j'appelle ça un atout. Pouvoir me détacher du présent. Je suis pas là. Je sais me détacher du bruit, c'est-à-dire, en anglais on dit zone out, c'est-à-dire je me crée ma bulle dans ma tête et je m'y réfugie jusqu'à ce que l'orage passe. Ok. Donc, je vais dire que c'était des opportunités pour moi pour affiner ma personnalité, affiner ce petit truc que j'avais, qui pour moi était à me détacher. À te détacher. Oui. Ouais. Ça a été une formidable opportunité pour mettre ça à l'épreuve et pour
faire grandir ça. Et faire grandir ça. Et maintenant, aujourd'hui, on connaît ou on observe Perlicieuse sur un autre regard. Ouais, sur Après les bijoux, il y a eu les accessoires, les robes de mariée qu'on continue. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est l'IA. c'est l'IA. Oui. Comment Pareil. ça... Pareil, c'est parti de La santé? Toujours. Ah. Toujours, c'est un truc. Mais c'est vraiment... Et je dis toujours, mes ennemis doivent prier pour que je sois en bonne santé. Parce que dès que je fais un petit truc, c'est la santé, en fait, ça t'allume. Il y a une case de mon cerveau qui s'illumine, quoi, tu vois. Après les perles, les robes de mariage, tout ce qui a rapport avec l'univers de la mode, les perles, la haute couture, ouais. Aujourd'hui, on retrouve Sarah, ou on observe, je dirais, Sarah sur une autre forme, la technologie. Comment ça se fait? Ça part d'où? Encore une fois, d'un épisode de santé, un challenge de santé, un challenge lié à la santé, où je me suis retrouvée en fait dans une position où il était impossible pour moi de bouger, littéralement de bouger. J'étais assistée de toutes parts pour les besoins les plus basiques, mais il fallait que je continue. Il y a la célèbre phrase "The show must go on". Et pour moi, il n'était pas question d'une mort digitale en griffe. La mort digitale, c'est quand tu ne peux plus publier, quand il y a plus de contenu, quand tu n'existes plus sur le digital. Il n'était pas question que mes activités s'arrêtent. Il n'était pas question que quelque chose s'arrête. Et donc, sur ce lit d'hôpital, je me suis demandé comment je fais pour avancer. Parce que le challenge numéro 1, c'est continuer à poster du contenu. Et je me suis dit, mais on parle de l'IA. Moi, je suis beaucoup dans les groupes américains, chinois, où en termes d'avancées technologiques, ils parlent de beaucoup de choses. Donc, ils avaient déjà commencé à parler de l'IA il y a plusieurs années. Je suivais un peu, je voyais l'implémentation de l'IA, par exemple, dans les banques, au niveau de la reconnaissance faciale, beaucoup de choses, au niveau de la médecine. Et puis, je me suis dit, mais attends, il y a tout ça, mais il doit y avoir pour la mode. Ça doit être la base. Je n'avais aucune notion d'IA générative, qui est l'IA, justement, qui est capable de générer des images et du son. Et donc, c'est parti d'une petite recherche, je pouvais bouger mes mains, donc mon téléphone et moi, pour essayer de m'occuper et d'oublier mon état physique. Oui, vraiment, durant cette période. Et puis, j'ai vu sur Google, j'ai fait j'ai lancé une requête, et puis, IA spécialisée dans la mode. Il y en avait pas. Par contre, il y avait des IA pour créer des images. Donc j'ai continué les recherches, je suis tombée sur un site qui te promettait que tu pouvais faire des images hyper réalistes, parce que j'ai horreur du côté 3D ou comics. J'aime pas du tout ça. Je prends mon activité au sérieux, et il y a déjà du monde qui crée avec de la 3D. Donc fallait pas refaire la même chose. Et donc dans mes recherches, je suis tombée sur un site, j'ai regardé un peu le profil du créateur du site. C'était un ancien Mister International, donc c'est un gagnant du concours Mister International. Donc je me suis dit, OK, it makes sense. Il est crédible. Voilà, il est crédible, il connaît la mode, il a été Donc c'était vraiment un site totalement mode. Et donc, je suis allée sur le site, j'ai utilisé la version gratuite pour m'exercer littéralement sur mon lit d'hôpital, pour m'exercer, pour passer du temps. Et je me suis rendu compte que, en fait, littéralement, ça excitait mon cerveau de pouvoir obtenir ce que je voulais. C'était en anglais, donc il fallait que je développe mon vocabulaire, et je le dis toujours, tous les jours, je développe mon vocabulaire. Parce que les requêtes en anglais déjà sont 100 fois sont les meilleures, offrent les meilleurs résultats. Mais surtout, il y a des mots très techniques, il y a des expressions, il y a la façon d'assembler les expressions, d'utiliser aussi les ponctuations pour obtenir ce qu'on veut. Et donc, ça a commencé à occuper mon temps. Là, c'était le moment comment on dit, les moments rosiers de la vie. C'était là, waouh! Là, j'arrive à utiliser les deux parties de mon cerveau, créatif, intellectuel. C'est fini.
En fait, je me suis dit, ça, c'est fini. La maladie a guéri. Je suis guérie. En fait, c'était un moment tellement excitant pour moi que j'ai oublié l'état physique dans lequel j'étais. Et pourtant, je vous dis, j'étais assistée pour tous les besoins basiques possibles. Et c'est comme ça que c'est parti. J'ai commencé à générer, crier, aller chercher des sites, chercher des mots. J'ai ouvert mon site préféré, dictionnaire anglais-français, et j'ai fait que ça. Et c'est parti comme ça. Donc j'ai commencé à créer tout ça. Ça a pris 3 mois non-stop d'exercice jusqu'à obtenir ce que je voulais, sauvegarder les prompts, donc les requêtes qui donnaient le résultat que je voulais. Et puis ensuite, maintenant, j'ai commencé à vraiment créer, c'est-à-dire à dire, maintenant, je vais faire une collection. Je vais partir d'une couleur, d'une matière, je vais partir de ci, de ça. Et comme l'IA se développe très vite, que tous les jours, il y a quelqu'un qui crée quelque part dans le monde un site internet qui permet d'utiliser X, Y, IA ou toutes les IA les plus performantes du moment. J'étais tout le temps sur ce genre de site ou sur ce genre de page sur les réseaux sociaux pour voir les nouveautés. Donc de plus en plus de choses ont été intégrées à ces sites-là et continuent d'ailleurs tous les jours. Donc il y a eu la notion de photo. Tu vas partir d'une photo pour créer un vêtement particulier. Donc là, je prenais juste les photos que m'envoyaient par WhatsApp mes fournisseurs de tissus, je transférais et j'obtenais des vêtements. Ensuite, je retravaillais les vêtements à la tablette avec Photoshop pour faire maintenant la notion de perles. Parce que c'était pas encore j'avais pas encore le résultat que je voulais, parce qu'il y a différents types de perles. Les perles sur les vêtements ne sont pas les perles pour les bijoux, et il y avait des choses spécifiques à la culture africaine, comme par exemple le guélé, la coiffe des Yoruba, qui était très difficile à obtenir. Mais quand je dis difficile, j'ai dû passer 4 ou 5 jours à expliquer à l'IA ce que je voulais. Et après, ça a été intégré parce que, comme on appelle ça les biais de l'IA, c'est-à-dire culturellement, l'IA a des griffes préjugés par rapport à certaines zones du monde, mais l'IA n'invente pas, l'IA ne s'inspire que des données exactes, des informations qui existent. Donc, c'est parti de là en fait, et je ne lâcherai pas, parce que pour la première fois, je ne me sens pas frustrée d'un aspect de moi. C'est-à-dire, l'IA me permet de lier mon intellect, mon amour de la recherche et de l'apprentissage continu à de la créativité, d'un vêtement ou d'un tissu même, d'un motif parfois d'un tissu. Je peux décliner 100 modèles différents juste en changeant un élément. Et c'est pour ça que je dis, c'est pas vraiment une menace pour la créativité. Ça vous permet de créer infini. C'est un accompagnement, c'est une extension de votre créativité. Parce que là où je devrais acheter 200 ou 300 mètres de tissu pour pouvoir réaliser ces 100 modèles, créer du contenu, donc recruter tout ce qu'il y a autour comme métier pour créer du contenu et poster sur les réseaux sociaux et montrer ce qu'on est capable de faire. Aujourd'hui, je le fais avec l'IA. Exact. Et est-ce que tout ce que tu génères avec l'IA, tu arrives à le produire? Alors, c'est ça aussi. Il faut pouvoir poster. J'en reviens toujours aux réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui est le meilleur moyen de communiquer. Quand on est créatif, il faut pouvoir poster ce que tu es capable de faire. Tu n'iras pas poster quelque chose d'extravagant que tu n'es pas capable de faire. Si c'est extravagant et que tu sais où trouver les matières, que tu sais chercher, que tu as les bons circuits, fais-le. Parce que le client va commander. C'est un catalogue digital virtuel qui est là en permanence. Le client va commander. Donc, il faut pouvoir faire. Il faut pouvoir être capable de produire ce qu'on expose. Voilà, ce qu'on poste. Donc, à ce moment, tu fais une sélection dans tout ce que tu as créé de ce que tu es capable de faire. Voilà. Et si par hasard, il y a des choses dont tu n'es pas capable, mais qui quand même se glissent dans ce que tu as posté, tu peux en parler avec le client. Il m'est arrivé d'avoir des clientes qui m'ont envoyé des modèles. J'avais réalisé la version IA du mariage traditionnel de Davido.
Et de Chioma l'année dernière, le Chivido 2024, j'ai des clientes qui m'ont envoyé, mais qui exigeaient un type de tissu. J'ai été très claire, on ne peut pas obtenir ce rendu avec les tissus que vous exigez, parce que le rendu est très fluide en termes de retombée du vêtement. Par rapport à ce que j'ai créé avec l'IA, quand vous me parlez par exemple de soie sauvage, ça n'aura pas ce même effet. Donc il faut pouvoir poster ce qu'on est capable de faire ou, le cas échéant, discuter avec le client pour lui proposer des alternatives. Peut-être parce que ce qui a été posté est d'une forme qui n'est pas forcément disponible sur le marché en termes de mercerie. On peut être très limité au Bénin. Et voilà. Quand tu finis de générer ces réalisations, est-ce que tu penses pas que tu pouvais aussi les tester? Oui, on fait toujours ce qu'on appelle des échantillons. Mais en fait, l'IA permet aujourd'hui de sauter toute la partie production et stockage excessif, parce que c'est quelque chose dans la mode. On en parlait avant de commencer le podcast, la notion de stockage dans le prêt-à-porter. Je veux présenter 100 vêtements. Tu sais ce que ça coûte d'acheter des matières premières, de payer de la main-d'œuvre pour stocker ces 100 vêtements, pour convaincre le client le client n'a pas besoin de 100 vêtements. Il a besoin d'un ou deux échantillons de collection pour voir le rendu. Voilà. Exact. Et la finition. Il a besoin de ça. Il y en a qui n'ont pas besoin de ça puisqu'on vend beaucoup en ligne. L'esthétique leur suffit. Après, on les livre et ils sont satisfaits. Donc, c'est un peu ça, en fait. Ça permet vraiment de maximiser la créativité, mais de minimiser les coûts de production et de stockage, où on ne produit plus 200 collectes, 200 pièces, et puis on attend. C'est pas possible pour l'industrie africaine. C'est pour ça que le prêt-à-porter est très difficile à gérer sur le long terme en Afrique. La notion de stockage est terrible en termes de coûts. Ça fait en fait une thésaurisation financière. Totalement. Et si le business n'est pas encore totalement assis sur un certain nombre de bases, ça peut agir. Et je t'attendais parler sur une émission de ton agence spécialisée dans l'IA. Oui. Je veux en savoir plus. Alors, en fait, je veux. L'IA, c'est pas que génératif, c'est pas que produire des images et des vidéos. C'est aussi, d'ailleurs, les vidéos peuvent être très fascinantes. Parfois, je regarde et j'oublie que je dois poster. Je dis, mais c'est pas possible. J'ai même vu une vidéo ce matin, j'ai dit, mais laquelle? Presque réel. Là où la fille dansait en robe de perles? Oui. Presque réel. Oui. Elle a l'air réelle. En fait, il y a que le vêtement qui soit réel sur elle. Je l'ai créé, j'ai créé le décor, j'ai fait bouger l'eau, j'ai rajouté les bruits de l'eau et tout ça. Mais il n'y a pas que ça. L'IA, c'est pour ça que je parle d'efficience. On produit parfois, on crée un vêtement, on n'a pas forcément les bons mots pour vendre ce vêtement. Parce qu'on est dans le truc de créage et de créer ma chose. Oui, mais il faut pouvoir attirer l'attention. C'est vrai que les gens ne lisent pas beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais moi, je dis toujours les 6 premières secondes, ils lisent quand même la première, la deuxième phrase. Ils peuvent ne pas lire le reste. Si c'est pas du buzz, du bad buzz pour attirer leur attention. Voilà. Donc, l'IA aide là. J'ai créé tel vêtement où je mets la photo dans l'IA, dans mon assistant IA, qui n'a rien à voir avec l'IA avec laquelle je crée les vêtements, ou les bijoux, ou les accessoires, ou les décors, parce qu'il faut tout créer. Voilà. Je dis, j'ai ce vêtement à poster où j'ai telle collection, j'ai pensé à une idée de collection comme ça, la base de mon la base textile, c'est ça, la base des accessoires, c'est ça, et je veux exprimer ça. Maintenant, reformule-moi ça, adapté à tel réseau social. Parce qu'il faut savoir que, mais ça c'est grâce à l'IA que j'ai su, il faut savoir que chaque réseau social a ses codes de communication. Ça, je savais pas forcément, c'est pas mon domaine. Mais l'IA m'a demandé un jour, tu veux publier sur quel réseau? Veux-tu que je t'adapte ce texte à LinkedIn? Et puis j'ai dit, oui, il y a pas de problème. Puis ensuite, on a affiné dans c'est moi qui parle Sarah Kodjo ou c'est la marque Perlicheuse qui parle. C'est 2 entités séparées. Complètement. Donc, j'ai commencé à développer cet aspect. Et puis, il y a eu un documentaire sur Canal+, Startup, sur la notion d'IA. IA, menace ou opportunité. Donc, ils sont venus tourner 3 jours
avec moi pour voir comment je travaillais avec l'IA. Et ils ont interviewé aussi d'autres personnes en Afrique qui utilisent l'IA dans différents autres domaines. Il n'y avait pas que la mode. Moi, j'étais pour la mode et les autres, c'était dans d'autres domaines. Il y a même une société dont le directeur marketing est une IA. Une IA à qui ils ont donné une apparence physique et ils font des réunions avec l'IA. Voilà. Oui, c'est une société camerounaise. Si. Une société camerounaise? Oui. Ah. Oui. Si je me trompe pas, hein, c'est une société camerounaise, oui. Donc, les réunions avec le directeur marketing, c'est un écran avec un avatar. Ils ont choisi un avatar africain, ou très africain pour que l'IA s'exprime. Et donc, je me suis rendu compte que l'IA, c'était pas que génératif. Elle m'aidait à répondre à des courriers, à rédiger des courriers, à répondre à des requêtes de clients, à gérer le côté qui peut être un peu désagréable avec des clients pas forcément de bonne humeur. Donc côté customer care, gestion clientèle, et puis de l'autre côté assistant administratif, rédiger des courriers, des mails, bien sûr que je réadapte après, me cultiver énormément parce qu'aujourd'hui il y a des questions que je vais poser à l'IA, je vais te dire fais-moi une compile d'informations et je vais analyser et garder ce qui est important, préparer des conférences, préparer le fil conducteur, exactement, exact, et me générer même parfois les slides. Les slides. Oui, il y a des IA qui vont te générer les slides, mais tout part toujours de ton idée personnelle, de ce que tu veux dire, de ce que tu sais aussi. L'IA, encore une fois, c'est une extension. C'est pas l'IA qui va coudre. Par exemple, côté couture, c'est pas l'IA qui va coudre les perles. C'est pas l'IA qui va gérer les problèmes entre collaborateurs. Oui, la part humaine, elle est totalement là. L'IA n'est qu'une extension. Donc, j'ai créé Sarai Agency, Sarai, en fait, ça se prononce qu'en anglais, Sarai. Donc, Sarai Agency, qui regroupe maintenant tout ce qui est génératif et visuel, donc pour les industries créatives. Mais au-delà de ça, quelqu'un qui s'est spécialisé dans la création il peut vous créer une IA spécifique pour votre domaine d'activité. Il peut vous orienter. Donc, nous travaillons en consortium sous l'agence. On peut étudier une entreprise et les différents métiers de l'entreprise et proposer des solutions IA qui permettent de gagner du temps, de l'argent et de faire autre chose, efficience au maximum. Il y a parmi nous quelqu'un qui, lui, est spécialisé dans les IA pour gérer les grandes organisations de télécom, leur data. Et il y a quelqu'un aussi qui s'est spécialisé dans le domaine de la défense nationale et politique. Donc la gestion de data dans ce domaine qui est assez délicat. Voilà. Donc Sarai Agency, c'est ça. C'est gestion des données, gestion de l'IA. C'est IA pour les industries créatives de façon générale. On peut faire de la publicité, par exemple, pour mes cafés. On crée des visuels ou on a des visuels qu'on va animer. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de filmer. Oui, on va animer. Donc, les matières premières, on va les créer à l'écran et on va les créer en train de tomber sur le verre et obtenir une boisson qui existe, qui est là. Mais ça nous permet d'éviter le gaspillage de matières premières qui peuvent coûter cher parce que ça vient de l'étranger et voilà. Donc ça réduit le temps aussi, en fait. Ça réduit le temps et je pense que ça élimine certaines activités. Oui, c'est pareil. Au boom, quand il y a eu Internet, on a éliminé la notion de dactylographie. C'est un des exemples que je donne. Le photographe, là, n'intervient plus, parce qu'on n'a plus forcément besoin de lui. Ça dépend. Le vidéaste aussi. Ça dépend. Le photographe intervient parce qu'on a toujours besoin d'une base, parfois, pour certaines choses. Le photographe intervient aussi quand lui-même apprend à utiliser des IA pour son domaine. La notion, par exemple, de retouche photo. Aujourd'hui, il y a des IA qui sont capables de vous retoucher 100, 200, 500 photos. À la fois. Vous entrez les paramètres
sur la base d'une photo, et comme ça a été shooté au même endroit avec la même énergie ou la même luminosité, tout ce que vous voulez, la même ambiance, il te change même l'ambiance, il te modifie l'ambiance. Et vous dites ce que vous voulez, ce que je veux, cinématique, donc effet cinéma, effet vintage, effet warm, donc chaleureux, effet glacial pour les magazines, donc sur ce qui doit être imprimé sur papier glacé. Donc, tous les métiers il y a des métiers qui vont disparaître. Il y a rien à faire. Il y a même des sites qui répertorient les métiers qui vont disparaître et le temps. C'est-à-dire le délai de disparition. Oui. Mais il y a des métiers, s'ils n'utilisent pas l'IA, ils vont pas s'en sortir. De toute façon, la vie, la nature, elle est comme ça. Adapte-toi ou disparaît. C'est comme ça. Tout à l'heure, tu parlais de l'IA qui t'a aidé à gérer une cliente un peu complexe. Parlons de ton expérience, de comment l'IA peut être utilisée dans l'expérience client. Alors, c'est une cliente qui était de très mauvaise humeur, qui, en fait, avait des problèmes, notamment liés à son corps, à l'acceptation de qui elle est, de son corps, de sa corpulence. Ça nous arrive souvent parce que nous faisons grande taille. Et qui dit grande taille dit qu'à un moment ou à un autre, les clientes projettent sur la marque et ensuite sur moi-même, parce que je suis pas une taille fine, je suis une grande taille. Elles projettent leur ce qu'elles pensent d'elles. Je sais pas si je me fais comprendre. Si. C'est de la projection. Elles ne s'acceptent pas. Donc elles vont se disent, projeter. En français simple, quand je vais prendre la tenue, je vais ressembler à Sarah exactement. Oui, ça peut forcément pas être moi, hein. C'est pas forcément moi. Non, mais voilà. Donc elles vont prendre mes photos sur Internet parce que je pose de plus en plus pour ma marque. Elles vont dire je veux cette robe, et quand on va leur demander, quand la commerciale va leur demander, envoyez-nous votre corpulence pour que nous ayons une idée en plus de vos mesures, et qu'on va leur dire ah madame, cette tenue ne vous mettra pas forcément en valeur, nous vous proposons cette coupe, la réaction ne sera pas forcément positive, on est habitué. Et je dis toujours aux gens, ce que vous voyez sur Internet, regardez-vous dans un miroir avec la plus grande compassion possible pour qui vous êtes. Je dis compassion parce qu'il faut avoir de la compassion pour soi. Souvent, on est dur avec soi. On veut ressembler à... Il faut se voir comme on est, avec beaucoup de compassion, s'accepter, et à ce moment, demander quelque chose qui est adapté, ne pas le prendre mal. Donc, ce cas spécifique, la cliente ne s'acceptait pas, était dans un processus de mariage dans les prochaines semaines, donc c'était assez précipité. Semblait, ça c'est avec le recul que j'ai eu ces informations, semblait entourée de pas forcément un système de support assez solide. Et donc disons que nous avons subi les dommages collatéraux de tout ça. Avec des injures, c'est allé très bas. Avec des injures, c'est pas très sain. C'était vraiment pas très sain. Ça m'a beaucoup choquée parce que c'était quelqu'un que je connaissais et je m'attendais pas forcément à ça d'elle. Donc, ça a quand même un peu craquelé mon estime de soi. Non, pas du tout. Non, pas pour elle, mais plutôt le masque professionnel qu'on porte. Voilà. Et j'ai demandé à l'IA que j'utilise comme assistant, j'ai dit voilà la situation. J'ai copié-collé son dernier message qui était virulent et méchant. J'ai dit, voilà son dernier message, voilà le contexte, voilà ce qui s'est passé. Rédige-moi 3 paragraphes, 150 mots, et autre l'aspect émotionnel que je ressens et qui risque de me faire sortir de ma ligne professionnelle. Parce que l'attachée commerciale qui gérait cette cliente, elle a tellement remonté. Oui, elle a abandonné, elle a lâché prise, elle a dit, madame, je peux pas, ça, je la vois quelque part, on va en venir aux mains. J'ai dit, ôte l'aspect émotionnel, rédige-moi en 150 ou 200 mots un message digne de Parlicious
pour conclure cette discussion, je ne veux pas de suite. Je veux pas qu'elle ait l'opportunité d'aggraver ce qu'elle dit, parce qu'elle va le regretter. Il y a rien à faire. Les gens regrettent toujours. Qu'ils vous le disent ou pas, ils regrettent. Lia m'a rédigé ça et m'a dit, est-ce que tu veux que je l'adapte sur un ton plus juridique, sur un ton plus empathique? Donc, il m'a proposé différentes options. J'ai dit non, c'est parfait. Et j'ai copié-collé, changé quelques mots et envoyé à la cliente. Là, c'est moi-même qui ai géré la cliente à ce moment-là. Et 72 heures après, j'ai reçu un mail. Ce n'était plus un message WhatsApp, c'était un mail d'excuses. Oui, c'était pas forcément votre faute. Je reconnais que je suis allée un peu loin. On se connaît depuis longtemps. Tu sais que c'est pas mon habitude. J'ai lu, j'ai accusé réception, mais je n'ai pas continué la prestation parce que on allait vers un peu du personnel. Et ça, je pense que je l'ai eu 2 fois au total en ma carrière. L'année dernière et plus récemment aussi. Où la cliente a été... Mais les deux fois, la cliente s'est excusée. Les 2 fois, c'est des femmes. Les 2 fois, la cliente s'est excusée. Donc, c'est aussi ça, Lia, c'est pouvoir gérer des situations en enlevant l'aspect émotionnel. Voilà. À t'entendre parler, on se rend compte que avec l'IA, on peut aller beaucoup plus vite. Bien sûr. Beaucoup plus vite. Oui. Et en fait, il faut être intelligent pour utiliser l'IA. Il faut pas être paresseux ou paresseuse avant d'utiliser l'IA. Sinon, en fait, tu n'auras que le contraire de ce que tu souhaites. Exactement. Est-ce que on peut parler d'éthique et de responsabilité avec l'utilisation de l'IA? Absolument. Il y a par exemple ce qu'on appelle les deepfakes, où je peux faire une vidéo, excuse-moi, pornographique et mettre ton visage ou mettre le visage de quelqu'un à qui je veux nuire. Ça, c'est une des dérives de l'IA. C'est parce qu'on peut créer des vidéos et on peut faire ce qu'on appelle le swap, le face swap, c'est-à-dire mettre le visage de quelqu'un d'autre. Ou on peut prendre une vidéo qui existe déjà et la modifier, et faire changer les visages et vouloir détruire quelqu'un. Mais pour qui utilise l'IA, c'est identifiable. C'est identifiable. Vous avez les fake news. Sur TikTok, il y a des fake news avec des vidéos que vous allez penser réelles, mais pour peu que vous utilisez l'IA, vous allez détecter que il y a des mouvements qui sont pas forcément... Ils sont réalistes, mais ils sont pas forcément humains. Exactement. Il y a toujours cette petite flamme humaine qui manque. Mais oui, il y a un gros problème d'éthique. Mais après, j'en reviens à l'humanité. L'humain a toujours eu des choses à sa disposition et on a fait ce qu'il voulait. Mais tout dépend de chacun. C'est comme Internet. Il y a Internet qu'on voit, et puis il y a le deep web, il y a le dark web, où rien n'est censuré, et vous découvrez l'horreur, c'est-à-dire le délire. Délire, mais l'horreur dont l'humain est capable. Il y a ce qu'on appelle les red rooms ou les dark rooms sur le dark web, où il y a des salles où il y a quelqu'un qui est là et les internautes paient de l'argent pour que cette personne subisse des sévices. Et il y a quelqu'un, un opérateur, qui va faire subir les sévices que les internautes ont payés. Pour lesquels on payé. Ça, c'est Internet, mais c'est ce qu'on en fait. Voilà. Comment on peut garder l'humanité? Comment garder l'humanité et l'authenticité avec cette nouvelle ère d'automatisation? Je pense que tout part de qui nous sommes nous-mêmes en tant qu'individus. Encore une fois, c'est un outil. Maintenant, ton individualité, qui tu es au plus profond de toi, faire rejaillir en fait sur ce que tu fais avec ça, sur ce que tu fais de l'utilisation de cette technologie. Voilà. Un jeune designer qui décide de se lancer dans le secteur de la mode et veut faire de l'IA un compagnon. Qu'est-ce que tu lui conseilles? De commencer par des modèles basiques. De ne pas
s'engouffrer très vite dans l'hyper complexe comme ce que je fais avec les embellissements et tout ça, parce que l'IA ne lui donnera pas forcément ça. C'est des choses que je corrige après à la main, au digital, voilà. Et c'est pas forcément des choses. Il n'a pas encore comment on dit, il faut se construire un réseau solide en termes de fourniture. Ça, c'est très important. Est-ce que à ses débuts, est-ce que quand on commence, on a accès à toutes les fournitures possibles? Non. On construit ce réseau-là, on construit les circuits de d'approvisionnement en matières premières, d'approvisionnement en fournitures, d'approvisionnement en détail. Moi, j'ai fait une robe la dernière fois, je cherchais du grillage, j'ai pas trouvé, je suis allée vers un chemin de table qui était grillagé. Pour obtenir le résultat que je voulais. Mais à la base, je voulais un grillage qui existe ailleurs, mais c'est trop loin en termes de logistique pour faire venir. Je dépassais largement la valeur que j'ai prévue pour cette tenue-là. Donc, pour commencer, il faut produire avec l'IA ce que tu peux coudre, ce que tu peux faire. Ton utilisation de l'IA doit être au diapason de ton évolution créative, artistique, mais aussi manuelle. C'est le conseil que j'ai à donner. Quels sont les IA qu'on peut utiliser dans le secteur de la mode? Il y en a beaucoup. À partir du moment où c'est une IA qui fait des images, on peut l'utiliser. Après, c'est ce qu'on en fait. Voilà, c'est ce qu'on en fait. Même ChatGPT, qui est très populaire, génère désormais des images, mais je conseille toujours les versions pro. Dès que vous commencez à utiliser les versions pro, vous vous rendez compte que les versions gratuites, mais c'est n'importe quoi. Ça n'a rien à voir. Voilà. Donc, toute IA qui est générative d'images et de vidéos peut être utilisée pour la mode. Maintenant, il faut soi-même se former ou être formé en utilisation de logiciels de retouche photo comme Photoshop, que je recommande, ou Illustrator, exactement, pour certains détails techniques que l'IA ne va pas forcément te donner à tes débuts parce que tu connais pas forcément les combinaisons de mots, de ponctuation. Parfois même un espace change quelque chose sur le vêtement ou le décor, voilà. Et pour quelqu'un qui veut bénéficier des services qu'offre Sarai, oui, j'ai bien prononcé? Il suffit de contacter parce qu'on fait de la formation. De la même manière, on va te dire, voici l'IA qu'il te faut pour ton activité principale. Je te donne l'IA ne signifie pas que tu sauras l'utiliser. Parce que derrière, moi, j'ai l'expérience d'utilisation. Je sais déjà les combinaisons à utiliser pour obtenir le résultat que toi, tu veux. Donc, on fait de la formation aussi. On fait de la formation en B2B. Ok, en B2B. Oui, en B2B pour le moment, parce que les gens n'ont pas forcément le même niveau, ni la même approche du digital. Il y a encore du monde qui a peur des réseaux sociaux, donc imaginez l'IA. Ouais. Donc c'est un peu ça. Ok, ce sont des formations de combien de durée? Oh, ça dépend c'est à la demande. Oui, c'est vraiment à la demande. Il y a des demandes qui exigent que on aille sur place observer les métiers. C'est-à-dire un avocat, par exemple, nous a contacté, nous a dit, je veux être plus efficient, j'en ai marre, mon archiviste ne fait pas son travail, tout est lent. Il y a des dossiers qui sont pas à leur place, des choses comme ça, c'est difficile d'avoir accès à ça pour des affaires. On est allé en cabinet pour observer c'est quoi, déjà, disséquer c'est quoi les différents métiers qui sont pratiqués dans son cabinet. Donc, il y a tout ça qui est inclus. Il y a aller sur le terrain, ensuite discuter sur qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'efficience de chacun de ces métiers-là, quels sont les IA adaptés à ça, revenir vers le client, lui présenter ça, et maintenant former les différents acteurs de ces métiers-là à utiliser ces IA, à être efficients, et ça donne un ensemble cohérent et qui revient moins cher à la boîte concernée. Donc il y a ça, il y a le diagnostic, la proposition et la formation. Pardon, la formation. Faut passer toujours par en fait l'audit
avant d'entrer C'est ça. la formation. Et ça revient, ça Voilà pourquoi je suis excitée. ça rejoint la formation de base. La formation de base en audit et contrôle de gestion. Exactement. Les gens qui pensaient que c'est Taman Siri qui exerce dans les métiers de la mode là. Les gens que vous avez vus. Hein. Oui, mais je pense que les choses vraiment, j'en reviens toujours à ça. Moi, quand j'ai commencé la mode, c'était déprimant. Mais il y a énormément de profils maintenant. Comme le tien, je vois des profils dans la couture ils sont allés à l'école, comme ils disent, je suis allée à l'école pour rassurer les parents. J'ai pris le diplôme, je leur ai donné et j'ai dit, maintenant, je veux faire ce que j'aime. Et ça fait plaisir. Mais en tout cas, moi, mon diplôme, là, c'est toujours avec moi. Exact. Ça me permet, en fait, de développer l'entreprise. Exact. Et ça me permet, en fait, de rencontrer certains profils. Je suis totalement à l'aise. Déjà, hier, quand tu m'as envoyé ton Google Drive, là, je faisais que répéter, j'aime la dame, là. C'est facile de travailler avec. Parce que j'envoyais toutes les infos. Oui. Il y avait toutes les informations. Et pour moi, c'était plus facile. Oui. Faut aller vite. Voilà. Faut aller vite. S'il vous plaît, continuez les études. Oui, c'est très important. Et rajoutez votre partie créative, manuelle, etc. Ça a été un plaisir de te recevoir sur ce podcast. Partager. Je ne sais pas, tu as un mot de fin? Faites-vous confiance et foncez. Ah, merci. Merci. Et deuxième, c'est par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, off. Quel que soit j'en suis une preuve, les moments de challenge, non. N'abandonnez pas. Non, moi je dis toujours, s'il y a quelqu'un qui se déclare mon ennemi, qu'il me souhaite une longue vie et une bonne santé, parce que chaque épreuve, je rebondis des challenges santé, moi, ça m'a ouvert de nouvelles opportunités, en fait. Oui, donc il faut c'est la vie, elle peut pas être linéaire, elle est comme ça, elle est comme ça. C'est ça. Ce sont des il faut ouais, tout à fait. Alors, chers amis, continuez de rêver, continuez de coudre, continuez de croire, continuez d'être créatif, continuez d'imaginer. Peu importe l'activité, je dirais même, que vous êtes en train de faire, vous avez besoin de croire. Vous avez besoin de rebondir lorsque les challenges viennent. Et c'est ce qu'on a eu avec Sarah Kodjo, qui était notre invitée de ce jour. Avec elle, nous avons compris que l'intelligence artificielle est un compagnon. L'intelligence artificielle est un atout pour nous permettre d'être efficaces et efficients. Il peut être utilisé dans le secteur de la mode, sur le côté expérience client, sur le côté production, création de contenu. Création de contenu et créatif aussi, génération d'images et tout ce qui va avec. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis un sincère merci de nous suivre. N'oubliez pas, la mode de demain se prépare un fil à la fois, et à la prochaine dans l'atelier de Michel, le podcast Réussir la mode de demain.